Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être venu. Merci à l'ILOB de nous avoir invités, de nous accorder généreusement 1h20 de vos vies et de la programmation l'ILOB. Et on va, moi-même et Elisa, on va en profiter, on va faire quelque chose qu'on fait très rarement, donc de présenter l'ensemble du projet. Le projet est énorme, c'est pour ça que vous allez voir souvent les galaxies sur nos PowerPoint, parce que ça ressemble un peu à ça. Et même aujourd'hui, Elisa va parler des éléments que je ne connais pas, parce que c'est des satellites éloignés. Et c'est ça. Donc, on va essayer de faire un aperçu de l'ensemble du projet. Parce que d'habitude, quand on présente en contexte universitaire, on va présenter, étant donné que le projet est tellement gros, on va présenter un petit outil ou un petit élément de l'échelle ou un petit aspect. Donc, on n'a jamais, en fait, c'est très utile, c'est nécessaire, mais on n'a jamais le moment de réfléchir sur la logique interne du projet ou sur la philosophie, sur la dynamique entre les différentes composantes. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et voilà. Donc, on va parler des raisons d'être. Donc, pourquoi est-ce qu'on a un cadre canadien pour immigrants adultes alors qu'il y a d'autres cadres disponibles? On va parler un peu Elisa va parler un peu des origines du cadre. On va présenter la situation actuelle, donc la galaxie NCLC, ou au moins les principales étoiles dans cette galaxie. Et on va parler bien sûr de notre étoile principale, qui sont les niveaux de compétences linguistiques canadiens, donc l'échelle de 2012. Et Elisa va parler aussi des satellites de cette étoile, donc de quelques outils connexes, surtout de nos bébés satellites qui sont en production ou qui viennent de sortir. Et juste rapidement pour tout le monde, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'est-ce qu'un cadre de référence pour les langues? Donc, c'est un document guide, une norme ou un standard qui sert de base commune à un ensemble de programmes d'enseignement des langues, un ensemble de tests, d'instruments d'évaluation, de matériel pédagogique. Donc, normalement, un cadre, il a des fondements théoriques, donc il y a une vision de la compétence langagière et de l'enseignement de la langue qui est derrière le cadre. Il y a bien sûr les balises, les objectifs, et c'est, si on le regarde comme ça, comme une galaxie, oui, c'est vraiment un énoncé de politique linguistique par excellence. Oui. Donc, bien sûr, bon, vous êtes tous au courant, il existe un certain nombre de cadres de référence qui sont utilisés avec succès au Canada. Il y a l'échelle québécoise, bon, au Québec, là, les normes de qualification relatives aux langues officielles, à la fonction publique. Il y a le cadre européen commun pour les langues dans les conseils scolaires, entre autres. Donc, la question que l'on nous pose souvent, nous, à l'équipe des NCLC, pourquoi est-ce qu'on a un cadre canadien pour les immigrants adultes alors que d'autres cadres existent, ou souvent on nous pose une question connexe, pourquoi est-ce que, puisqu'on a un cadre qui a l'air de fonctionner, on ne va pas l'utiliser par exemple dans les conseils scolaires ou au gouvernement, n'est-ce pas? Donc, on va essayer de répondre un peu à cette question-là. Et pour donner la réponse la plus simple, simpliste et courte, avant que je rentre dans les détails, on ne le fait pas parce que chacun de ces cadres-là a été conçu avec, de façon à remplir des fonctions spécifiques, avec une vision très, très claire de à quoi ça va servir. Et justement, pour que le cadre puisse remplir les fonctions qu'on veut lui faire remplir, on va le situer, c'est ça, on va le situer sur un ensemble d'axes complémentaires. C'est peut-être pas tout, c'est pour ça que j'ai dit vers une typologie, parce que je voulais juste vous donner peut-être des pistes de réflexion. Donc, on va peut-être vouloir que le cadre soit très générique, donc qui puisse s'appliquer à plusieurs langues, à plusieurs contextes, à plusieurs pays, etc. Ou au contraire, on va vouloir qu'il soit spécifique, donc qu'il s'applique, qu'il réponde de façon très précise à un besoin spécifique d'une clientèle spécifique. Donc, il y a des cadres génériques et il y a des cadres plus
spécifiques, puis selon ce qu'on veut que le cadre fasse, on va aller vers une ou l'autre, vers une autre alternative. Il y a des cadres qui sont, quand je dis normatifs, c'est qu'ils sont fixes à travers le temps. Donc, c'est-à-dire, on le crée et 15 ans plus tard, ça va être encore le même instrument qui va servir de base pour les programmes et pour l'évaluation. Ou au contraire, on veut un cadre qui est modifiable, qui est flexible, donc qui va évoluer à travers le temps. On peut vouloir un cadre qui va être très détaillé, mais du coup, forcément, quand il devient très détaillé, vous le savez, ça devient très complexe. Ou au contraire, on veut avoir un cadre plus sommaire, mais qui va être plus accessible pour les usagers, selon justement de qui vont être nos usagers. Et finalement, on peut vouloir développer un cadre dans la perspective bottom-up. Donc, pardon? OK. Oui, ça va? Attends. Comme ça? Et voilà. OK. C'est ça. Il frotte contre le gilet. Ça commence bien, c'est ça. OK. Donc, on est en train, vous vous en doutez, c'est une nouvelle salle. Donc, je sers de cobaye. Et, OK, donc, c'est ça. Donc, on veut se dire, OK, on va rassembler tous les usagers, puis ils vont développer ensemble un cadre ou un document de référence. Ou au contraire, on peut choisir un groupe d'experts, puis on va leur assigner la tâche de développer le cadre, et ce cadre sera présenté aux usagers, comme déjà un document fait. Donc, selon ce qu'on veut faire avec, on va avoir des philosophies différentes, si vous voulez, pour le cadre. Donc, alors où se situent les NCLC sur ce cadre, vous vous demandez certainement. En comparaison, donc, puisque le cadre est développé en fonction selon les fonctions qu'il doit remplir, quelles sont les fonctions que remplit les NCLC? Et ces fonctions sont très spécifiques. Donc, vous allez tout de suite voir pourquoi on veut un cadre très spécifique. C'est-à-dire, on veut pouvoir fournir une formation sur mesure ou une évaluation à des points très particuliers du processus d'immigration. Donc, au moment de l'immigration, encore dans le pays de l'immigrant et au moment de l'arrivée au Canada, on veut pouvoir évaluer la personne, lui dire voilà vos compétences linguistiques et voilà ce dont vous avez peut-être besoin. Et aussi, il va y avoir l'auto-évaluation. Donc, l'immigrant peut vouloir lui-même se dire, OK, est-ce que mon anglais est assez bon? Est-ce que mon français est assez bon? Qu'est-ce que je vais être capable de faire? Qu'est-ce que je ne vais pas être capable de faire? Au moment c'est-à-dire après l'arrivée, dans les premières années, c'est l'étape d'intégration sociale. Et là, c'est la formation qui va être importante. C'est-à-dire, on veut savoir, OK, est-ce que cette personne a besoin de beaucoup d'heures de cours ou de pas beaucoup d'heures de cours, des cours spécifiques, des cours de certains niveaux. Donc, on va être capable, grâce au cadre, de répondre à ces questions-là, n'est-ce pas? Ensuite, à l'étape de l'entrée, donc là, l'immigrant, il rentre sur le marché du travail. Et là, il y a la question, des fois, de la formation, donc la formation langagière pour que l'immigrant puisse exercer le métier qu'il veut exercer. Mettons, il y a une assez bonne connaissance du français ou de l'anglais général, mais il veut exercer son métier, puis là, il lui manque peut-être les éléments. Et il y a aussi l'évaluation à enjeu élevé, c'est-à-dire tous les examens linguistiques des ordres professionnels. Donc, ça aussi, c'est une autre fonction des NCLC. On doit fournir à ce monde-là les outils. Et finalement, au moment de quelques années plus tard, au moment de devenir citoyen canadien, il y a aussi les standards linguistiques qui disent que vous ne pouvez pas devenir citoyen si vous ne possédez pas un minimum de connaissance de la langue du pays. Donc, ça aussi, c'est une autre fonction des NCLC. Un autre groupe, en fait, une autre fonction intéressante, spécifique, c'est que les NCLC servent à créer une communauté ou une plateforme commune pour
une grande variété d'usagers. Donc, dans une grande variété de contextes d'enseignement et d'évaluation, et on veut que tout le monde parle la même langue, n'est-ce pas? Donc, quand l'immigrant passe d'un service à un autre et d'un endroit à un autre, on veut que les gens lui expliquent des choses ou lui donnent le diagnostic en utilisant la même plateforme. Et là, bien sûr, il s'agit des apprenants, des enseignants, des évaluateurs, des concepteurs de tests, des concepteurs de programmes, des décideurs politiques, des associations professionnelles, des organismes de réglementation professionnelle, des employeurs, etc., etc. Et finalement, les NCLC ont aussi la fonction de soutenir les communautés minoritaires, francophones minoritaires. On veut encourager les immigrants à faire partie de ces communautés-là ou à utiliser les services peut-être de ces communautés-là, etc. Donc, en plus de ces fonctions particulières au NCLC, il y a aussi des caractéristiques intéressantes par rapport à d'autres référentiels. Et ça aussi, ça répond en partie à la question pourquoi on a le cadre canadien et pourquoi il a l'air de ce qu'il a l'air. Oui. Donc, à la première ligne du tableau, juste là, vous allez remarquer que le cadre canadien a été développé avant les autres cadres. Donc, le CLB, la première version de Canadian Language Benchmark, c'est 1996, et la première vraie version de cadre européen, c'est 2001. C'est-à-dire au moment de l'arrivée sur le marché du cadre européen de référence, il y avait déjà 5 ans d'utilisation du cadre du CLB et 1 an d'utilisation de NCLC. Et la question que les responsables se sont posées en ce moment-là, 2002 NCLC, pardon. Je pensais que c'était 2000. Non, c'est pas grave. Donc la question qu'il a fallu se poser, est-ce qu'on veut continuer avec un système d'évaluation et d'enseignement, un cadre qui existe déjà, ou est-ce qu'on veut adapter le cadre européen? Puis on a opté pour un ensemble de raisons dont je vais parler dans une minute aussi pour garder le CLB et le NCLC. Et vous allez aussi regarder, vous allez aussi voir à la première ligne que autant le cadre européen n'a pas bougé depuis 2001, donc il se situe sur le versant générique et fixe. Ouais. Autant tous les cadres canadiens, le cadre justement de la fonction publique, l'échelle québécoise, le CLB, le NCLC, ont subi plusieurs mises à jour, plusieurs modifications. Donc, et justement, ces modifications, c'était en fonction des changements au niveau de la politique linguistique du gouvernement. C'était pour répondre à certains nouveaux besoins. Donc, la version, par exemple, 2012 de NCLC a été grandement influencée par les nouvelles exigences linguistiques pour obtenir la citoyenneté, par les nouvelles exigences linguistiques des ordres professionnels, donc pour accéder à certaines professions, et par des nouvelles politiques de soutien à la francophonie minoritaire. Tout ça sont des politiques qui sont arrivées vers 2010, 2009, 2008, par là, et même ouais, dans ces zones-là, la fin des années 2000 et 2000, qui nous ont obligés à réfléchir, est-ce que le cadre qu'on a est encore pertinent, étant donné ces nouvelles exigences. Les lignes, le contexte d'élaboration, les pays où les normes sont utilisées, les publics visés, les langues visées, si vous regardez ça, vous allez voir que le cadre européen ratisse large. Ouais? Plusieurs langues, plusieurs clientèles, plusieurs politiques, parce que pour le cadre européen, par exemple, on vise la création d'une plateforme commune d'un élément unificateur pour l'Europe. Donc, il a fallu accommoder une très grande variété de contextes culturels et une très grande variété de langues pour remplir cette fonction-là. Donc, c'est un cadre générique. Par contre, si vous regardez le CLB et NCLC, il y a vraiment une clientèle très spécifique et il y a une seule langue, même pas deux, une seule. Ouais, donc non, on est sur le versant
spécifiques. Justement, le cas, bon, un des éléments que je vous ai dit tout à l'heure était pour une des fonctions de NCLC était de créer une communauté de pratique, une communauté d'usagers en français langue seconde à travers le Canada, où normalement, à cause des distances géographiques et de la variété des contextes dans lesquels on enseigne et on évalue, il n'y aurait pas eu de communauté. Donc, entre ce qui se fait à Moncton et ce qui se fait à Vancouver, les gens faisaient un peu ce qu'ils croyaient bon, ils ne se voyaient jamais. Donc, le NCLC, si vous voulez, et surtout les processus de création et de révision, qui a été conçu comme étant un processus bottom-up. Donc, justement, partant des usagers. C'est-à-dire, à chaque fois quand il y a une nouvelle version, chaque fois quand il se passe quelque chose, c'est la consultation nationale. Donc, c'est un mouvement qui vient de la population vers le haut. Mais du coup, c'est devenu un instrument de formation des formateurs. Et parce que les gens, quand ils se parlent, il faut qu'ils s'entendent. Il faut se dire, OK, ben moi j'appelle ça comme ça et moi j'appelle ça comme ça. Et si on fait ça dans des cadres de consultation nationale, c'est comme ça, en fait, que les usagers de NCLC apprennent ou se créent une vision commune de qu'est-ce que c'est que la compétence langagière, qu'est-ce que c'est que l'enseignement de la langue, etc., etc. Donc, justement, les NCLC ont aussi une fonction d'instrument de formation pour les praticiens à travers ce processus-là. C'est encore une fois très différent du cadre européen qui a été développé par un groupe de spécialistes, puis proposé à travers l'Europe aussi leur contexte, c'est-à-dire il y a eu des petits groupes de travail, mais c'est surtout les experts, c'est moins les salles de classe qui, sauf pour les portfolios peut-être, c'est surtout, c'est-à-dire on voit vraiment les noms des chercheurs qui sont associés à ça, qui ont fait des grosses conceptualisations. C'est pas venu d'une négociation comme le cadre européen. Puis on trouve même maintenant cette fonction très utile parce que plus ou moins aux 4 ou 5 ou 6 ans, quand il y a la nouvelle version, ça oblige tous les usagers du cadre à réfléchir, est-ce qu'ils voient l'enseignement de la langue et la conception de la langue encore de la même façon que c'était il y a 5 ou 6 ans. Et tous les nouveaux venus aussi sont impliqués en 4 ou 5 ou 6 ans dans ce processus. Alors, donc, en conclusion, et là je pense que je vais passer la parole bientôt à Elissa. Les NCLC ont été conçus pour être un cadre spécifique, flexible et modifiable, qui vise l'accessibilité pour un large éventail d'usagers. Ah oui, ça c'est une petite chose que je n'ai pas rajoutée. Plus que le cadre est complexe, et moins qu'il est accessible pour un peu n'importe qui. Donc, nous, on a essayé de trouver justement un juste milieu, de trouver quelque chose qui ne soit pas trop complexe pour que même les personnes qui n'ont pas de formation en langue, comme les décideurs politiques, pour qu'ils puissent savoir de quoi on parle. Oui? Et on reproche souvent au cadre européen, puis ça c'est une des réflexions, qui est justement extrêmement complexe parce qu'il a été conçu par les intellectuels. Donc, il a été conçu par des spécialistes de la langue. Et finalement, c'est un cadre qui vise à impliquer la communauté de pratique, donc tous les intéressés, à tous les stades de développement et d'évolution. Je passe la parole à Elissa. Est-ce qu'il faut que je porte cette petite chose-là? Oui. Excusez-nous. Moi, je me déshabille. Oui. Ça, il va venir, on va te dire que ton chandail est froid. OK. Ça va? Ça va aller. Bon. OK. Et c'est au milieu, c'est ça. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je suis très heureuse d'être ici et parce que c'est vrai que les niveaux de compétences linguistiques canadiens sont sûrement moins connus et vous avez peut-être plus entendu parler des Canadian Language Benchmarks du côté anglais parce que l'anglais langue seconde au Canada, bien sûr, il y en a plus que le français langue seconde. D'ailleurs, il y a beaucoup plus d'outils qui ont été développés en anglais. Ça fait plus longtemps que ça existe. Mais le français, dans les dernières années, il y a vraiment un essor, il y a vraiment beaucoup plus d'outils spécialisés et on s'éloigne vraiment de la traduction maintenant
Au début, il y a eu beaucoup de traduction des outils anglais. Maintenant, c'est vraiment de la création, du développement d'outils pour le français langue seconde. Petit historique, alors c'est vraiment en 1992 que CIC, qui ne s'appelait pas CIC à ce moment-là, mais qui était la citoyenneté et l'immigration, a voulu développer, parce qu'il y avait un besoin, parce qu'il y avait ces immigrants-là qui arrivaient, qui avaient besoin de formation linguistique, donc une première consultation nationale pour aller voir ce dont on avait besoin pour la formation linguistique. 96, c'était le document de travail des CLBs, d'accord? Alors, il était, on l'a publié, mais c'était un document de travail, ce n'était pas encore l'échelle qui avait été... 98, c'est la création du centre. Alors, les niveaux de compétences linguistiques canadiens, CLB, ça n'existe pas seulement à citoyenneté et immigration dans un ministère. Il y a vraiment un centre qui a été créé. Alors, il y a toute une équipe qui travaille au centre et qui est là pour gérer les projets, pour développer des nouveaux outils, pour travailler avec CIC, pour travailler avec le ministère aussi de l'immigration de l'Ontario pour servir la population immigrante qui arrive au Canada. Alors, en 2000, ça a été là le vrai document des Canadian Language Benchmark. Alors, le premier document a été revu et on a publié le document des CLBs. 2002, création des standards, c'était les standards linguistiques canadiens. C'était le début des niveaux de compétences linguistiques canadiens, mais ce document-là n'a pas été retenu. En 2006, il y a eu la première version des niveaux de compétences linguistiques canadiens, qui était peut-être trop une traduction à ce moment-là. D'accord? De là est venu le besoin de la révision en 2010, de la consultation nationale, pour qu'on puisse créer une échelle des niveaux de compétences linguistiques beaucoup plus adaptés au français langue seconde. 2008-2009, alors c'est là qu'est venue la grande consultation nationale. Le centre s'est promené partout au Canada, groupe de travail, vraiment aller chercher dans la communauté du français langue seconde les besoins. D'accord? Qui était la clientèle, comment on enseignait, alors pour vraiment ensuite peaufiner et améliorer l'échelle. 2010-2011, il y a eu, bon, ça a été le début de la révision, autant des CLBs que des niveaux de compétences linguistiques canadiens. À ce moment-là, il y a eu une révision des deux échelles et il y a aussi eu la création d'un cadre théorique commun. Et ça, Monica va le reprendre après. C'était important. Il y avait un cadre théorique qui existait pour les CLBs. Il n'y en avait jamais eu vraiment un de créé du côté français. On avait été une traduction, une adaptation. 2010-2011, il y a eu une équipe francophone qui a développé un cadre théorique. Ensuite, il y a eu une équipe qui a mis les deux cadres ensemble pour créer un cadre théorique commun des deux échelles. Et moi, je n'entrerai pas là-dedans. La théorie, c'est plus madame. D'accord? 2012, c'est la publication des niveaux de compétences linguistiques canadiens. On ne les appelle pas de 2012. Les autres années ont été vraiment selon une date. C'est l'échelle des niveaux de compétences linguistiques canadiens. C'est disponible sur le site web. Le livre, alors c'est ce que ça a l'air, les niveaux de compétences linguistiques canadiens, n'est pas encore disponible en version papier parce que, pardon? Parce que, c'est ça, il a été remis en 2012, mais on a eu comme une petite envie d'encore revoir certains points, d'accord? Et donc, il n'est pas encore publié, mais il est disponible en PDF sur notre site web. Vous pouvez le télécharger. Et dans les petites révisions qu'on veut faire, c'est bien sûr côté communauté francophone en situation minoritaire. Revoir les tâches qu'on suggère, les tâches, est-ce qu'elles sont vraiment des tâches authentiques en communauté minoritaire? Donc, il y a des choses comme ça. L'échelle comme telle, la progression ne changera pas, c'est sûr, mais c'est plutôt reformuler certaines. Donc, il va y avoir des petits changements. Je regarde Monica parce qu'elle va travailler, elle travaille avec nous sur ça. D'accord? Alors, c'est un peu l'historique, d'accord? Je ne veux pas, parce que j'aimerais arriver aussi. Là, ça ne marche plus. Et je pense que j'ai peut-être cliqué. Tu sais, il disait qu'il ne fallait pas cliquer. Et voilà. Quand Monica parle de Galaxy, c'est parce qu'il y a énormément d'outils qui ont été développés. Comme je dis, toujours beaucoup plus du côté CLBs, mais maintenant en français, on en a aussi beaucoup. Le centre travaille avec quatre grands domaines, je m'excuse. Alors, au centre, c'est bien sûr qu'on a nos niveaux de compétences linguistiques et le cadre théorique. Et à partir de ça, le centre travaille dans différents domaines. Donc, on travaille bien sûr en évaluation. Les tests de classement et maintenant le développement d'un test à enjeu élevé qui pourra servir pour, oui, peut-être la citoyenneté, l'évaluation de programme,
Il y a eu des tests de développés pour les ingénieurs du Canada, pour les infirmières, donc toujours à partir de nos niveaux. Ça, c'est un grand domaine. L'enseignement, bien sûr, l'enseignement du français langue seconde auprès des immigrants. Alors là, il y a des cours en ligne, il y a des lignes directrices, il y a différents outils qu'on a créés pour les professeurs en salle de classe, les enseignants. Il y a la formation des formateurs, et ça, c'est vraiment important, parce que quand on travaille, et là, je vais surtout parler du français langue seconde, nos professeurs de français langue seconde dans les cours pour adultes immigrants ne sont pas des professeurs formés, mais d'aucune façon. Alors, ils n'ont pas de carte d'enseignement, ils n'ont pas de cours de français langue seconde. Peut-être qu'ils en ont, parfois, mais en général, ça peut être des gens qui parlent très bien français et qui se retrouvent avec devant une classe, d'accord? Donc, ces professeurs-là, ces enseignants-là ont vraiment besoin d'être formés. Formés à notre échelle, formés à l'enseignement d'une langue et aussi formés à ce que c'est que d'enseigner en communauté en situation minoritaire. Souvent, les professeurs sont eux-mêmes immigrants, donc ne connaissent pas les enjeux, ne réalisent pas à quel point c'est important de s'intégrer en français. D'accord? C'est sûr qu'on doit apprendre l'anglais, on va aller travailler, mais on peut s'intégrer et rester dans ces communautés-là. Et ça, le centre est un peu responsable de ce travail-là auprès des formateurs, qu'ils réalisent qu'ils deviennent des ambassadeurs finalement de ces communautés-là. Alors, formation des formateurs, beaucoup d'outils. Et tantôt, je vais revenir avec 4 outils spécifiques pour illustrer chacun de ces domaines-là. En emploi, bien sûr aussi, tout ce qui est l'employabilité, le dernier bébé, c'est le Au boulot. C'est un document qui est vraiment pour les conseillers en emploi et les employeurs. Alors, quand on veut offrir des conseils à un immigrant qui cherche un travail ou on est un employeur qui veut embaucher, il y a des choses très pratiques comme un langage simplifié pendant l'entrevue. Il y a comprendre le comportement d'un immigrant qui vient à une entrevue d'embauche, qui c'est peut-être sa première entrevue au Canada. Alors, c'est un outil très pratique. Je veux dire, il y en a beaucoup d'outils qui existent dans ce domaine-là. Celui-ci est vraiment conçu selon les niveaux de compétences linguistiques canadiens. Alors, c'est ça. Alors, ici, il n'y a que quelques outils qui apparaissent. Il y en a vraiment beaucoup et je vous invite à aller sur notre site web qui n'est pas là. Alors, c'est le www.language.ca. C'est vraiment... Pardon? C'est vrai. Il n'est pas là, je l'avais sur les autres. Alors, c'est le language.ca. Alors, tous les outils sont là, disponibles en version PDF. Il y en a certains que oui, vous pouvez commander et tout ça. Le site est très riche. Nos newsletters, bulletins, est toujours là. Alors, vous pouvez aller voir et mieux connaître le centre. Et ensuite, c'est à toi, ma chère. Ouais. Donc, moi, je vais juste... Oups. Ton tour. On se sent comme des robots. OK. Parce qu'ils n'ont pas prévu un deuxième machin, là. Il y en a juste un. C'est ça? Oui. Ouais. Donc, mais en tout cas, c'est ça. Ils en ont juste un pour la personne qui sait. OK. Donc, je voulais juste attirer en fait votre attention sur l'idée, bon, le titre de notre présentation, le référentiel en mouvance. Parce que, en fait, oui, il y a cette étoile principale qui est le document NCLC, lui, là, sur lequel on travaille encore, et le cadre théorique, attendez, c'est ça, le cadre théorique qui est juste en PDF en ligne, qui n'a pas été imprimé, pas encore, ça s'en vient parce que c'est justement tout chaud, donc ça c'est lui il est terminé, c'est ça. Donc ça c'est nos 2 documents qui sont au centre, et il y a ces 4 grands axes, mais en fait, ici, ça n'arrête pas de changer. Et une fois qu'on a fait le parcours, on a des instruments, l'enseignement et formation des formateurs, et l'emploi et l'évaluation, pouf, ça, il faut le changer. Et puis, le reste, c'est comme le domino, évolue encore. Donc, c'est en fait un mouvement permanent. Il y avait aussi justement un débat, est-ce que c'est une bonne chose et une mauvaise? Et moi, je suis tenante du point que ce n'est pas une mauvaise chose, parce que ça nous oblige, pour dire très brièvement, on peut en parler dans la période des questions, mais ça nous oblige à réfléchir sur qu'est-ce qu'on est en train de faire et pourquoi.
Quand on révise, on se dit, OK, bon, lui, le test, il était bon, mais là, l'échelle a changé, donc ce test-là, il est plus bon. En fait, les listes, ça, c'est l'auto-évaluation. On vient de la faire cet été, etc., parce qu'on s'est rendu compte que l'ancienne auto-évaluation n'était plus bonne selon les nouvelles normes, etc. OK, donc, la chose suivante, c'est quoi notre étoile principale, donc le NCLC? La définition, pourquoi a-t-on une nouvelle version? Je vais parler un tout petit peu du cadre théorique, puis après, Elsa va vous parler un peu de la structure du document. Donc, en fait, le NCLC, il y a deux choses dans NCLC. Il y a le cadre théorique, donc il y a tous les fondements, les balises, la philosophie de qu'est-ce que c'est que la compétence langagière et l'enseignement de la compétence langagière aux immigrants adultes. Et ça, c'est 89 pages. Et l'échelle, qui a 261 pages. L'échelle qui explique la compétence langagière en termes de 12... Donc, en fait, elle est en termes de 4 habilités, écouter, lire, parler, écrire. En termes de 3 stades, donc il y a toujours qu'est-ce que c'est qu'un débutant, qu'est-ce que c'est qu'un intermédiaire, qu'est-ce que c'est qu'un avancé. Puis à l'intérieur de chaque stade, il y a 4 niveaux. Oui, d'accord. Bon, alors, donc, c'est ça. Donc, à l'intérieur, il y a 4 niveaux. Et ça fait beaucoup, parce que c'est une échelle à 12 jalons, n'est-ce pas? Alors que le cadre européen en a 6, la fonction publique en a 3, c'est ça? Donc 12, ça fait beaucoup. Il y a une raison pour ça. C'est parce que nos points de césure sont à des moments très précis. C'est-à-dire, par exemple, quand on décide, OK, le niveau 4, c'est pour la citoyenneté. Donc, il faut avoir le niveau 4 pour la citoyenneté. On veut pas approximativement qu'il soit, parce que 4, c'est débutant. Mais 1, c'est débutant, 2, c'est débutant, 3, c'est débutant, et 4, c'est débutant. Donc, si on attribue quelque chose d'aussi important que la citoyenneté sur une base d'un ensemble de critères, il faut que notre niveau de césure soit suffisamment étoffé pour qu'on puisse créer un test à partir de ça. Oui? Donc, ce n'est pas un test de débutant avancé, c'est vraiment un point très particulier. C'est encore pire pour les professions, pour les ordres professionnels. Parce que quand on dit qu'une infirmière doit avoir ça et ça et ça et ça et ça, les ingénieurs ça et ça et ça et ça, on est en train de travailler en orthophonie, audiologie, c'est vraiment des exigences très pointues. Et là, on veut pouvoir dire, OK, la personne doit avoir le niveau 9 ou le niveau 10. Donc, chacun de ces niveaux, il y a des niveaux qui sont moins importants parce qu'il ne se passe rien à ces niveaux-là, mais il y a des niveaux qui sont vraiment très cruciaux où il se passe des choses aux enjeux élevés. Oui? Donc, on ne peut pas se dire qu'on a, mettons, un gros niveau qui est le 1 et le 2 combinés, et là, du coup, le 4, il est gonflé comme ça, n'est-ce pas? C'est mieux d'avoir des niveaux, même si en termes pratico-pratiques, ça nous pose bien sûr des fois des problèmes, parce que surtout les niveaux intermédiaires, vous êtes tous des profs de langue d'une certaine façon. C'est toujours des niveaux les plus difficiles à enseigner, n'est-ce pas, les intermédiaires. Et oui, entre le moins intermédiaire et le plus intermédiaire, la frontière est floue. Oui, mais on a vraiment ces 12 niveaux pour pouvoir répondre à ces besoins spécifiques. Pour pouvoir dire, OK, ingénieur, niveau 10. Oui, ou audiologie, ok, c'est ça, bon, c'est ça, c'est un outil que je ne connais pas, par exemple, la galaxie. Donc, c'est ça. Donc c'est ça, les NCLC, c'est pour ça qu'on en a 12 niveaux. Il y a 4 habiletés, bien sûr, et il y a les 2 documents. La nouvelle version, il y a eu justement la consultation en 2009 et les CLB, les NCLC ont été utilisés depuis quelques années. Merci. Ont été utilisés depuis quelques années. Donc, il y a eu, lors de la consultation nationale, bien sûr, beaucoup de commentaires. Surtout, les gens se plaignaient que certaines tâches, certains exemples étaient vieillis, certains contextes n'étaient plus appropriés. Il y avait aussi des
descripteurs qui n'étaient pas assez précis par rapport à ce que les gens avaient besoin de faire avec ces descripteurs-là, etc. Donc, ça nous a poussé à réviser. Bien sûr, on nous a parlé de nouvelles réalités des salles de classe et des nouvelles politiques linguistiques qui n'étaient pas, qui ne se reflétaient pas dans l'échelle. Bien sûr, le domaine de didactique des langues a évolué entre 2000 et 2009-2010. Surtout, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur les stratégies, par exemple, les 10 dernières années. Il y a bien sûr tout le domaine de nouvelles technologies qui a changé entre, n'est-ce pas, mes collègues vont en attester, entre ce qui se faisait en 2000, ce qui pouvait se faire en salle de classe en 2000 et ce qui pouvait se faire en 2009-2010, pas les mêmes réalités. Et aussi en évaluation, on se dit qu'il y a vraiment des tâches, la façon de laquelle on construit des tâches ont évolué beaucoup. Et finalement, les 15 dernières années, les mouvements des standards linguistiques, donc l'échelle, le cadre européen, etc., qui en 2000 n'existaient même pas ou étaient à l'état embryonnaire, ont pris vraiment beaucoup de place. Donc, on a senti aussi le besoin de positionner l'échelle canadienne, les CLB et les NCLC, par rapport à tout ce mouvement-là et par rapport à d'autres référentiels. Donc, c'est ça. Donc, on a commencé par le début, donc par une réflexion théorique. Et c'était une équipe de chercheurs qui, bon, suite à la revue des écrits et aux consultations avec des panels d'experts, on a décidé de retenir comme base pour la définition de la compétence langagière le modèle de Bachmann, parce que c'est un modèle qui était, sur la version 2010, justement, qui était très différente de Bachmann 2000, sur lesquels étaient basés les anciens cadres. On s'était rendu compte que notre Bachmann qu'on connaissait depuis 10 ans n'était plus le même Bachmann, qu'il a lui-même réfléchi et inclus de nouvelles choses qui étaient très pratiques. Là, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails. Bon, vous êtes des spécialistes de la langue. Donc, c'est ça. Donc, le modèle des NCLC pour la compétence langagière. La compétence langagière, c'est la connaissance de la langue et la compétence stratégique. La langue, il y a le versant pratique, le versant théorique. Donc, théorique, grammaire, texte, le versant pratique, compétences fonctionnelles sociolinguistiques. Aussi, tout ce travail sur les fondements théoriques du cadre nous ont amené à établir un ensemble d'impératifs, si vous voulez, pour l'échelle. Donc, qu'est-ce qu'on voulait? Donc, on voulait justement que l'échelle soit basée sur les descripteurs de compétences. Donc, sur qu'est-ce que la personne est capable de faire vraiment avec la langue plutôt que qu'est-ce qu'elle sait de la langue. Oui? Donc, on a mis beaucoup d'accent sur la compétence pragmatique de Bachmann, fonctionnelle sociolinguistique. Centré sur les apprenants, ça, c'est pas une nouvelle chose, même l'ancienne version était là, mais on l'a validé, on s'était dit, oui, c'est encore ça en didactique des langues. L'apprenant est vraiment au centre et ses réalités particulières, justement, ses besoins particuliers. OK, je veux devenir citoyen. OK, je veux obtenir mon certificat professionnel. Oui, donc c'est ça qui est vraiment au centre. Centré sur les tâches de communication, bien sûr, naturellement, et centré sur les contextes de la collectivité des études, du travail, et justement pour la NCLC en milieu minoritaire. Donc, qu'est-ce que c'est que participer à la collectivité ou qu'est-ce que c'est que de travailler en français en milieu minoritaire? C'est qu'on se dit justement que des choses comme, peut-être Elissa va en parler un tout petit peu, on s'était dit justement, bon, ben, probablement que si c'est à Toronto ou à Winnipeg, probablement que la personne va utiliser les services bancaires en anglais, mais par contre, il y a d'autres choses qu'elle va vouloir faire en français si elle se définit comme francophone. Donc, on a beaucoup réfléchi à ça et on est encore dans la révision de cette vision de la chose. Donc, les centrer sur les contextes de la collectivité des études du travail. Donc, les exemples de tâches qu'on donne, on aimerait qu'elles s'appliquent vraiment à ce qu'un apprenant fasse ou une personne fasse en français au Canada, dans le contexte minoritaire.
Et maintenant, je passe la parole à Elissa qui va vous parler de l'échelle comme telle. Donc là, c'est pour le cadre. Oups. Et c'est l'échelle. Et peut-être avant de... Micro. Comme ça. Bon, on recommence. Et là, tu vas le garder jusqu'à la fin. Ah oui? Ah oui. C'est toi qui le gardes. Oui, tu parles de Ah, l'échelle. j'ai fini, moi? T'as fini, toi? Ce que j'aimerais vous faire remarquer avant de continuer, c'est que, parce qu'on parle toujours du contexte minoritaire, parce que le Québec a sa propre échelle, oui. Donc, les NCLC ne sont jamais utilisés au Québec. Nos outils ne sont pas utilisés au Québec. Donc, c'est juste parce que je me demandais si tout le monde était bien au courant de ça, que l'échelle québécoise ressemble au NCLC, aussi 12 niveaux. Par contre, quand on a fait l'équivalence entre les deux échelles, on s'est rendu compte que jusqu'au niveau 4, en effet, les deux échelles étaient équivalentes, mais ensuite, il y a vraiment un écart. Pour nous, quand on arrive au niveau 12, on est très près du locuteur natif. Et l'échelle québécoise ne va pas tout à fait aussi loin que ça. Donc, à partir du niveau 5, 6, 7, on commence à s'éloigner. Mais jusqu'à 4, on pourrait aller d'une formation à l'autre parce que c'est quand même assez. Donc, cette petite... C'est lié justement à cet impératif de spécificité. OK. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses là que Monica a déjà dit, de 3 stades, 12 niveaux. Peut-être un petit mot sur les 3 stades. Le premier stade est vraiment le stade où les apprenants ne sont pas encore autonomes. Ils ont encore besoin de modèles, ils ont encore besoin d'aide de l'interlocuteur. C'est vraiment, on est encore dans un contexte où c'est familier, on répond à ses besoins immédiats. On est débutant. Quand on arrive à la fin de ce stade-là, qui est aussi le niveau 4 qui est maintenant exigé pour la citoyenneté, l'apprenant devient autonome. Alors, il va passer au stade suivant. Il commence maintenant à être capable. Bon, il n'est pas bilingue, il ne va pas occuper un poste. Et si je regarde les niveaux de la fonction publique, il est peut-être un A. OK? Il n'est pas un B, c'est sûr. On est encore niveau 4, il se débrouille en français. D'accord? Mais il faut que ça soit familier, il faut que les gens l'aident, il est en face à face. Le contexte n'est pas exigeant. Le deuxième stade, il acquiert cette autonomie-là. D'accord? Alors, il commence à sortir de son milieu. Il peut, bon, c'est sûr que le vocabulaire se développe, les tâches deviennent de plus en plus complexes. Et quand on arrive au troisième stade, là, il est vraiment autonome. Là, il peut aller, on pourrait le voir dans des situations qui sont presque menaçantes avec un auditoire qui serait peut-être même agressif. Il est en train de négocier des choses. Il est vraiment rendu à un niveau très avancé. Okay? Ce sont nos 3 stades. Bon, si je vais revenir un peu avec le profil de compétences, c'est comment les NCLC sont construites. Moi, je pense que si je passe plutôt au... j'ai encore fait ça. Je ne sais pas ce que je fais. OK. Vous ne voyez pas très bien. Oui. En fait, l'échelle, c'est peut-être plus facile de... Il y a toujours un profil de l'apprenant qui est donné. C'est ce qu'on appelle la performance globale, où on peut voir sur 12 niveaux le résumé un peu dans une habileté de ce qu'un apprenant peut faire. C'est comme ça que le livre est développé. Les 12 niveaux sont développés par habileté, ce qui est nouveau. D'accord? Dans les NCLC 2006, on y allait par stade. Maintenant, c'est vraiment les 12 niveaux qui apparaissent dans le document. Voyons. J'ai vraiment quelque chose qui me... Et c'est parce que j'ai plusieurs captures d'écran de l'intérieur du livre, mais je pense pas que je ne veux pas vous ennuyer avec ça. C'est vraiment je pense que je vous invite à le découvrir, le livre. Bon, la performance globale qui apparaît toujours sur la première page. Pardon? OK. Ça, c'est En fait, on va du global vers le spécifique. Donc, on commence par la performance globale, qu'est-ce que la personne globalement peut faire. Oui. Et on va ensuite vers les descripteurs spécifiques et des descripteurs vers les tâches, donc des exemples de tâches pour chaque descripteur.
et dans différents domaines, peut-être. Oui, je vais peut-être reprendre un petit peu. Alors, sur une page, vous avez le contexte de communication. Alors, les tâches qu'on décrit dans les descripteurs de compétences, ces tâches-là se font dans un certain contexte. Donc, il est en face à face, il est en petit groupe. Donc, le contexte est toujours décrit d'un niveau à l'autre, d'accord? Ça apparaît à gauche. Ensuite, on a les descripteurs de connaissances, d'accord? Alors, c'est là qu'on retrouve le sociolinguistique, la grammaire et la maîtrise de la langue. C'est ça. Du code. Oui, mais je cherche les composantes. Textuel, c'est ça. Alors, textuel, sociolinguistique et grammatical. Ensuite, on a les descripteurs de compétences comme telles. Donc, à chaque niveau, on décrit ce qu'un apprenant peut faire à ce niveau-là. D'accord? C'est ça. Et il y a 4 domaines. Les niveaux sont toujours divisés en 4 domaines de communication. L'interpersonnel, les consignes, la persuasion et le milieu des affaires, et ensuite l'information. Donc, ça revient toujours, les 4 domaines reviennent tout le temps d'un niveau à l'autre. D'accord? Les exemples de tâches, alors, on illustre parce que l'échelle n'est pas contextualisée. Oui, on décrit un comportement, mais qui n'est pas dans un contexte. La tâche vient illustre le descripteur dans un contexte. Les 3 grands contextes des NCLC, ce sont les études, le travail et la communauté. Donc, les tâches sont toujours prises dans ces grands domaines-là ensuite. Parce que les NCLC ont été créés pour accélérer le processus d'intégration des immigrants. D'accord? Donc, c'est sûr que les descripteurs sont vraiment ce que cette personne-là doit pouvoir faire pour s'intégrer le plus rapidement à la communauté canadienne, trouver un travail, s'intégrer dans sa communauté, donc les tâches sont là. Voilà. Est-ce que ça va marcher maintenant? Non, ça va pas marcher pour moi. Alors, c'est le reste du livre, je ne vais pas, qui décrit un peu ce que je viens de vous dire de vite. OK. Alors, je ne sais pas, en tout cas, après, si vous avez des questions comme telles sur le document. Oui. Je pensais peut-être la troupe, parce que la troupe, c'est intéressant, c'est notre dernier bébé, là. Et est-ce que c'est le temps de terminer? C'est ça, c'est 2 heures, là. Donc, OK. Alors, on va laisser 15 minutes pour les questions. OK. Alors, je vais d'abord... Je vais aller très vite. C'est un cours de français langue seconde en ligne qui a été développé par le Centre, en ce moment qui est enseigné par le Centre, mais qui passe maintenant à la cité collégiale. Donc, le cours, il est là, il existe, c'est du niveau 1 au niveau... du niveau 3 au niveau 7, je m'excuse. Vous pouvez aller voir la plateforme, d'accord? Vous ne pouvez pas entrer dans les cours, mais vous pouvez aller voir la page d'accueil. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur le Centre et sur le cours comme tel. OK, ça je dois parler de celui-là, parce que c'est vraiment important. Au Canada, il y a 2 types de formation linguistique. Il y a la formation linguistique fédérale, donc le CLIC, les cours de langue pour les immigrants au Canada. En Ontario, il y a le ministère des Affaires culturelles et de l'immigration qui offre les cours de français langue seconde. Maintenant, la province a aussi décidé d'utiliser les NCLC dans ses salles de classe. Donc, on est en train de former leurs professeurs. Le FLS du côté de la province, il y a beaucoup d'apprenants parce que les critères sont moins sévères. Pour le fédéral, ce sont des résidents permanents, des réfugiés au sens de la Convention. Alors, et c'est tout. Aussitôt qu'on est citoyen canadien, c'est fini la formation linguistique. Donc, il n'y a pas beaucoup d'apprenants en salle de classe. Du côté de la province, si vous n'êtes pas né au Canada, vous avez droit aux cours de langue gratuitement. Français langue seconde, anglais langue seconde. Donc oui, il y a des fonctionnaires qui se retrouvent dans ces cours-là. S'ils ne sont pas nés au Canada, ils ont droit à ces cours-là. Donc, les cours sont très gros. Sont offerts dans les conseils scolaires. Je vous donne une différence entre les deux. Un cours CLIC dans un des conseils scolaires a 80 apprenants et le FLS en a à peu près 3000. Donc, c'est vraiment très gros. C'est une bonne nouvelle pour les NCLC que la province utilise parce que maintenant, on va pouvoir être vraiment vu, vraiment utilisé et de plus en plus connu. Nous sommes en train donc de développer un projet pour le NACI qui est ce sont des lignes directrices pour tous leurs cours, mais c'est aussi la formation de leurs formateurs. Donc, dans le même outil, qui est un outil de planification de leurs cours,
il y a tout le côté formation du professeur. Donc, à chaque fois qu'il passe d'une étape à l'autre, on lui explique pourquoi. On lui explique pourquoi il choisit un descripteur, pourquoi, qu'est-ce que c'est une tâche. Donc, c'est vraiment de faire les deux en même temps. Et ça, c'est le bébé dont on est très, très fiers en ce moment parce qu'on atteint nos deux buts en même temps. Tout est en ligne, alors c'est un outil qui est uniquement en ligne. Il va y avoir beaucoup de formations à faire, bien sûr, parce que c'est très nouveau pour ces professeurs-là qui n'ont jamais entendu parler des MCLC. Donc, c'est ça. Alors, cet outil-là. Et le test de classement, ça, c'est un test qu'on a pour la formation linguistique, mais on est aussi en train de développer le test à enjeu élevé maintenant, qui va être pour peut-être la citoyenneté. Et je vous fais remarquer qu'en ce moment, le test de la citoyenneté qui est accepté au Canada n'est pas un test français, n'est pas un test canadien, d'accord? Parce qu'on n'en a pas de test à enjeu élevé en ce moment. Le test, il vient de France. C'est le test. Donc, il y a eu des articles dernièrement dans le Devoir, dans la presse, où on est un peu embêté que le test pour nos immigrants est en fait un test français. L'accent, le vocabulaire, tout est là. Mais on est en train de développer le test en enjeu élevé. Espérons que ce soit le test qui sera choisi. La trousse de soutien, c'est une autre trousse de formation. Je vous invite à aller la voir aussi sur le site. C'est vraiment la formation au NCLC, tout y est. Aussi des exemples, j'ai tout fermé, excusez, des exemples des copies types. Alors, vous pouvez entendre ce que c'est qu'un apprenant au niveau 1, 2, 3 jusqu'à 12, ce qu'ils peuvent lire, ce qu'ils peuvent écrire. Alors, c'est vraiment une trousse importante. Voilà. Si on a fini. Oui, je pense qu'on va passer aux questions. Probablement qu'il y en a. On a un peu, bon, moi je vais parler ici, je pense que les personnes nous entendent parce qu'elles ne réagissent pas, les participants, donc ça doit aller. Voilà, on a un peu ratissé large. On a essayé de présenter plus la philosophie de la galaxie. Notre question ici. Oui. Pour moi ou pour Elisa? C'est Jennifer McDonald de la Commission de la fonction publique et j'aimerais juste vous remercier parce que j'ai très bien apprécié la présentation. C'est très intéressant, tous les outils et les nouvelles utilisations parce que je me souviens de l'ancien Canadian Language Benchmarks où le contexte était vraiment pour les nouveaux immigrants et vraiment pour le travail. Ou les études. C'est intéressant de voir les changements. Oui. Et j'aimerais juste aussi mentionner un petit commentaire. J'ai trouvé ce que tu disais au début, les raisons pour lesquelles on a les cadres différents, c'était très intéressant parce qu'on a notre propre cadre et je vois il y a des utilisations différentes, il y a des cadres différents pour ça. Et j'aimerais juste mentionner pour les dates de notre cadre, c'était plutôt les années 80, parce qu'il y avait un changement en 2008 où le Conseil de Trésor devient responsable pour le cadre, mais les changements étaient seulement cosmétiques. Dans le nôtre, c'est même plus dans les années 80, c'est ça? Oui, le 84, en effet. Donc, c'est juste une clarification. Ok, merci. Merci beaucoup. Oui. Bahar Massimi, je viens du Collège Algonquin. Je vous remercie d'abord pour votre présentation qui était quand même excellente. Je connais déjà le niveau de compétences linguistiques canadiens et on les utilise très très souvent dans nos salles de classe. Malheureusement, arrivé à un stade où on dépasse le niveau débutant et on avance vers les niveaux avancés et intermédiaires. Ces cadres-là ne correspondent plus aux exigences des anglophones qui veulent apprendre le français parce qu'ils trouvent que ça n'avance pas assez vite et que ce n'est pas assez élaboré et développé. En fait, c'est un problème que moi-même, en tant qu'enseignante, j'ai déjà rencontré pas mal de fois. Et je veux dire que ça, c'est quand même peut-être mieux adapté aux besoins de nouveaux immigrants, comme vous l'avez dit vous-même, mais pas aux anglophones. Leur but est différent, leur besoin est différent. Ces personnes-là, sûrement, c'est pour le travail, un travail plus avancé et tout ça. Absolument.
les NCLC ont été créés, c'est l'intégration, l'établissement des immigrants. Donc, ce n'est pas là pour rendre les gens bilingues et à un niveau très avancé. Ça peut arriver, ça peut être utilisé, mais dans la formation linguistique, on ne va jamais beaucoup plus loin que le niveau 7. Parce qu'après ça, les gens devraient être capables de fonctionner, alors de travailler et tout ça. Donc, je peux comprendre que c'est ça. Donc, en gros, ça veut dire qu'on ne pourra pas vraiment les utiliser pour en fait, ça dépend. Bon, moi, ma question, parce que je ne connais pas bien le contexte au collège Algonquin, votre formation sera jusqu'à un certain niveau, comme niveau 7 ou niveau 8, parce qu'on a en fait le niveau avancé, que je suis heureuse de pouvoir soulever cette question parce que ça nous travaille beaucoup et on a dans le contexte académique des présentations universitaires dans les congrès, on nous a justement beaucoup posé des questions au sujet de niveau avancé, que le nouveau niveau avancé 2012, il va à un niveau très avancé pour le locuteur natif. Et on nous a dit, mais pourquoi est-ce que vous avez comme exemple de tâche rédiger un mémoire de maîtrise, alors qu'il y a plusieurs francophones qui ne le feront pas dans leur vie, par exemple, ou des tâches très, très pointues, mais qui sont de cet ordre de conceptualisation, n'est-ce pas, d'écrire une affaire qui a 50 pages et qui a 7 chapitres, etc., qu'on demande à ce niveau-là. Et donc, on a ça dans la nouvelle version, et même parmi les personnes qui ont travaillé sur la nouvelle version, on a le camp pour et le camp contre qui s'affrontent à toutes les réunions parce que, bon, en fait, ma collaboratrice, Natalia, au développement des NCLC, était contre cette idée de pousser les niveaux aussi loin que ça. Mais moi, justement, je me disais, mais non, mais pourquoi est-ce qu'un immigrant, il ne peut pas se rendre là? C'est-à-dire, quand justement on va le tester pour des besoins de certaines professions, il va être là. Si on veut utiliser les NCLC pour l'entrée à l'université ou dans les programmes gradués, et on peut vouloir l'utiliser, pourquoi pas, il va être exactement là. Donc, oui, donc c'est possible d'utiliser, pour répondre à votre question, c'est possible d'utiliser les NCLC, en fait, sur tout le spectre. Le problème est que souvent, quand on crée les cours de langue, on va dire, OK, ça c'est ça se rend jusqu'au niveau 7, ou on finance jusqu'au niveau 8 ou 7, et qu'on ne se rend pas forcément plus loin. Non. Parce que ça existe, c'est ça. C'est juste que souvent on dit, OK, on assure la formation jusqu'à tel niveau et on va pas au-delà de tel niveau. Et en effet, nos niveaux avancés ne sont pas utilisés pour la formation en ce moment, sont utilisés pour les certifications professionnelles. Ouais, c'est bon. Des questions? Oui, Hilaire Lemoine de l'Institut. Est-ce que je peux vous poser une question? Qu'est-ce que vous utilisez alors pour les étudiants avancés? Quelle échelle que vous utilisez si vous dites que cette échelle-ci? Ah ben nous, on utilise plus l'échelle de la commission. Donc ça c'est plutôt le niveau 7 pour le Oui. Alex Becker, étudiant du bac en didactique de langue seconde. Moi, j'ai une question dans le processus de révision et réadaptation du document. C'est quoi la place des apprenants, des personnes qui sont en salle de classe, qui se font évaluer par ce curriculum? Parce que vous avez mentionné que ça prend de bottom-up avec toutes les personnes qui sont impliquées. Est-ce que les apprenants ont une place à l'intérieur dans la révision des échéanciers? Plutôt les formateurs. En fait, dans la consultation nationale, par exemple, non. C'était un échantillon de formateurs et de représentants du milieu de travail. Non. Mais il y a beaucoup de choses qui sont comme par exemple les exemples de tâches ou les descripteurs qui sont testés en salle de classe. Donc, c'est-à-dire le commentaire nous vient des enseignants, mais c'est les enseignants qui ont fait le field testing de l'instrument dans la salle de classe et qui reviennent avec les commentaires.
je vais parler fort, Marie-Josée Hamel, de la Cour du Serval. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement canadien n'arrive pas à l'imposer à grande échelle ou dans des contextes plus larges? Qu'est-ce qui fait qu'on a un cadre européen de référence qui devient une norme nationale? Pourquoi le gouvernement ne voit pas ça comme une opportunité? Le fait, je pense que l'échelle ne peut pas être utilisée avec des enfants. Alors, c'est sûr que le cadre européen va être utilisé dans les écoles, dans les conseils scolaires avec les plus jeunes, ça c'est certain. Parce que c'est financé par Citoyenneté et Immigration Canada, donc en particulier, oui, alors auprès des immigrants. Mais dernièrement, on a des discussions quand même avec CIC pour étendre l'utilisation auprès des Premières Nations. Et on a eu différentes demandes dernièrement, des écoles privées de langue, et maintenant on est vraiment en train de regarder est-ce qu'on peut offrir, est-ce que l'outil peut vraiment maintenant être utilisé ailleurs. Dans le cadre de notre batterie de tests de classement, rendre un test disponible à plus de gens, c'est sûr que le test va durer moins longtemps parce qu'il va être beaucoup utilisé. Donc, si ils ouvrent le test à trop de milieux, on est à refaire un autre test plus rapidement. Bon, il y a des choses comme ça, c'est sûr. Maintenant, c'est sûr que CIC voudrait bien que l'échelle, mais ça soit les normes canadiennes, et ça l'est, je pense, dans tout ce qui est enseignement auprès des immigrants. Maintenant, ailleurs, je pense que... Est-ce que parce que son objectif premier est vraiment plus l'évaluation que la description de la compétence? Non, c'est... En fait, l'intégration, tu sais, je pense que le mot-clé était la perspective d'intégration de quelqu'un qui arrive et qui rentre dans la société. Donc, c'est quoi les embûches quand tu rentres dans la société et comment est-ce que où est-ce que la langue va te servir et de quelle façon? Donc, mais est-ce que dans la manière dont tu l'étudies, c'est plus comme l'évaluation? Non, parce qu'on... Par rapport à... Non, parce qu'il y a des outils de formation, il y a beaucoup. Oui. Non, beaucoup de... Ah oui, en formation, oui. Ah oui, beaucoup. C'est le premier but, c'est la formation. Et pour avoir formation linguistique, il faut avoir évaluation, donc... Oui. Je me demande si, dans un sens, l'avantage de cette centrée sur les adultes, c'est qu'on ne sera pas au mur de la particularité du Canada, qui est de dire au Canada, chaque province a sa propre politique linguistique pour ce qui est de l'enseignement aux jeunes. C'est ironique, mais on peut aller prendre un cadre national ailleurs, parce qu'eux, ils sont capables de développer ça, parce qu'ils n'ont pas chaque pays qui se bat ou qui ne veut pas donner à l'autre le droit d'imposer un cadre, et qu'on est un petit peu bloqué au Canada même pour essayer de passer le niveau, justement, uniformiser à un niveau national, ce qui passerait dans les écoles. Oui. Est-ce que c'est à votre avis? Dans les écoles, on n'a pas accès, parce que... Oui, c'est ça. il y avait aussi la question justement de plusieurs langues versus une langue. Donc, si on décide qu'on veut vraiment, et c'était vraiment le mandat, d'avoir des exemples de tâches typiques de la francophonie hors Québec, tu sais, dans ton outil, il y a déjà, c'est tellement spécifique que, justement, on a eu dernièrement une demande pour les langues internationales. Et on a dit non, on ne peut pas, il faudrait l'adapter, il faudrait le changer, c'est quasiment le même travail parce qu'en fait, le cadre européen, tu ne peux pas non plus le prendre tel quel et l'utiliser n'importe où. C'est-à-dire, même la commission scolaire travaille fort à l'adaptation de ce cadre. Et le change, et le plie, et pour que ça rentre dans ce qu'ils veulent faire, n'est-ce pas? Et lui, le CLB et NCC ont vraiment, même à tel point qu'on n'a même pas une échelle canadienne pour les immigrants, on a une pour le français et une pour l'anglais, n'est-ce pas? Donc, alors que ça aurait pu, le cadre européen, pour toutes les langues possibles et imaginables. Donc, je pense qu'il y avait vraiment un mandat très spécifique, mais étant donné qu'en ce moment, presque toute la croissance démographique canadienne est assurée par l'immigration, on se dit que ça vaut la peine, parce qu'il rentre des grands nombres de ces nouvelles personnes, et puis elles ne sont pas toutes
débutantes, il y en a qui sont très avancées, il y a beaucoup de personnes qui ont leur maîtrise et leur doctorat et qui ont étudié dans les universités francophones, etc. Mais n'empêche que toutes ces personnes-là, quand elles arrivent ici, même si leur niveau de langue est très très bon, elles sont dans la perspective d'intégration. Donc, il y a des choses qui sont spécifiquement d'ici qui vont leur manquer et qu'on veut leur offrir comme bonus, comme ça. C'est intéressant comme dernier point parce que tout à l'heure vous disiez que si on passe le test pour la citoyenneté, on n'a plus les cours de français. Mais si le niveau est élevé, alors comment on a accès aux cours de français de niveau très élevé, de type universitaire? Les gens, non, mais justement, je pense que les niveaux très avancés, c'est-à-dire quand tu es avancé, les 4 derniers échelons de l'échelle, c'est surtout des tests. Il n'y a pas de cours. C'est justement ça qu'on disait, c'est que je dis, oui, l'échelle existe, mais rares sont les institutions, moi j'en connais pas, en fait, je pense qu'il n'y en a même pas, qui financent au-delà de niveau 7-8. Ouais. Donc si tu es niveau 7-8, on est presque un C, alors c'est un niveau très, très avancé. D'accord, mais puisqu'il leur manque des choses, comment est-ce qu'il faut pour préparer une synthèse, mais tout seul alors en autonomie? Et alors que c'est un niveau où justement il y a des nuances. C'est l'employeur, c'est aussi le CLNA, le FLAP. Il y a des programmes ponts entre, pour les nouveaux arrivants, pour le marché du travail. Français, langue Français, langue de travail. Tu vois, le but ou le mandat de Citoyenneté et Migration Canada n'est pas de rendre les gens bilingues, mais bien de les aider à s'intégrer. Ils en sont responsables pendant quelques années, donc après ça, à un moment donné, ça serait injuste, même envers les autres Canadiens, parce que là, on n'a pas ces services-là gratuits, nous. Donc, si on veut devenir bilingue, on a eu peut-être l'école primaire et tout ça, mais bon, à un moment donné, je pense que c'est vraiment une question d'argent. Et c'est vraiment, le niveau 4, c'est pour obtenir la citoyenneté, c'est pas... parce que il y avait comme une ambiguïté dans ta question. Tu dis quand ils sont de niveau très avancé, s'ils veulent passer de 10 à 11, qu'est-ce qu'on leur offre? Ah, ok. Des profils de gens qui arrivent avec une maîtrise, mais avec un français qu'ils ont appris dans un autre pays. Donc, s'ils peuvent montrer qu'en effet, s'ils passent de niveau 9 à 10, ils peuvent exercer le métier qu'ils veulent exercer ou qu'ils peuvent exercer, il y a des cours d'appoint, le français d'accès aux professions, langue d'accès aux professions, je crois que ça s'appelle. Oui, qui est basé sur les niveaux de compétences, mais c'est relativement sur mesure, c'est sur une courte durée, etc. Oui, Monica, tu as mentionné tantôt qu'Emploi Immigration utilise présentement un test français pour les immigrants et le test pour l'anglais langue seconde est un test de Cambridge, je pense. Enfin, c'est un test anglais. Si une institution voulait développer un test, il faudrait éventuellement recevoir l'assentiment de Migration Canada. Je présume qu'il faudrait le développer en fonction de ces normes-là. Oui. Et d'ailleurs, on fait maintenant beaucoup de benchmarking, des différents instruments qui existent et les différents organismes qui veulent être accrédités pour... Donc, ça se fait beaucoup. Petite dernière question. Oui, c'est ça. Très rapide. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la formation des formateurs dont vous avez parlé dans votre présentation? Oui. Alors, ce qu'il faut faire avec nos formateurs, c'est vraiment, il y a différentes choses, mais c'est souvent le début de ce que c'est qu'une échelle. Parce que même, juste de savoir qu'il y a des échelles qui existent, qu'il y a des cadres de référence, alors déjà, ça c'est la première chose à leur enseigner. Ensuite, bien sûr, ils doivent apprendre à connaître l'échelle, comprendre que ce n'est pas leur cours, que l'échelle, ce n'est pas un curriculum, que ce n'est pas un programme, que ce sont des niveaux qui décrivent et à partir de ça, on peut développer des outils. Alors ça fait partie de cette... et ensuite, beaucoup de formations sur l'approche communicative, sur centrée sur l'apprenant. Ces choses-là sont très importantes. On n'est pas là pour donner des cours de grammaire.
tu vois. Et c'est très facile de donner un cours de grammaire, on se retrouve très rapidement, puis on le maîtrise bien. Donc, d'être capable d'enseigner la grammaire dans une tâche communicative et non pas juste avec des drills de verbes, des choses comme ça. C'est les choses qu'on essaie d'amener. Dans la trousse, il y a bien sûr le chapitre maintenant sur l'enseignement en milieu minoritaire. Comment notre apprenant qui sort de salle de classe, il va faire face à l'anglais, comment je l'invite à trouver la communauté francophone et à continuer son apprentissage. La formation, ce sont des ateliers qu'on a donnés. Il y a des webinaires qui sont enregistrés, donc les professeurs peuvent retourner et réécouter ces choses-là. Et il y en a plein qui s'en viennent, il y a plein d'autres ateliers qui vont être. Et c'est nouveau qu'on en fasse autant en français. Du côté anglais, il y en a beaucoup. Mais en français, voilà. Ils sont disponibles en ligne. Pardon? Ils sont disponibles en ligne. Il y a les webinaires qui sont disponibles en ligne et le document est disponible sur notre site web. Je vous remercie beaucoup.